Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti dénonce les frappes meurtrières contre l'hôpital de Gaza à l'Ahli. Toujours dans l'actualité nationale, hors de nos frontières, le ministre des Finances participe au sommet. Djibouti au cœur de l'initiative Ceinture et Route. Et enfin, dans l'actualité internationale, dans la page sport, l'Algérie et l'Égypte se quittent sur un match nul, un but partout. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la République de Djibouti, je vous le dis dans le titre, condamne avec la plus grande fermeté le massacre horrible perpétré par les forces d'occupation israéliennes lors de leur bombardement sauvage de l'hôpital Al-Moudani à Gaza, qui a entraîné la mort et les blessures des centaines de civils palestiniens innocents. Elle exprime ses condoléances sincères et sa profonde sympathie aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement à toutes les blessés. Djibouti affirme que ce massacre est un crime de guerre odieux qui ne peut être toléré. Elle appelle la condamnation internationale à abandonner toute partialité et double standard dans l'application du droit international humanitaire lorsqu'il s'agit des actes criminels commis par l'État hébreu contre le peuple palestinien, frère et sans défense. La République de Djibouti demande instantanément une action internationale sérieuse et décisive pour assurer une protection immédiate des civils innocents ainsi que pour contraindre l'État d'occupation à mettre fin à son agression brutale et à sa guerre dévastatrice contre la bande de Gaza. Une guerre qui constitue une tâche honteuse sur le front de l'humanité. Djibouti souligne enfin que le seul moyen d'instaurer une paix durable au Moyen-Orient et d'aboutir à une solution juste et globale de la question palestinienne sur toutes ses facettes, garantissant le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution à deux États, à l'initiative de paix arabe et aux résolutions légitimes de la communauté internationale. Eh bien, je vous le dis dans le titre, une frappe israélienne sur un hôpital de Gaza fait environ 500 morts. Selon les autorités de Gaza, environ 500 personnes ont été tuées hier soir lors d'une frappe aérienne israélienne sur l'enceinte d'un hôpital de la ville de Gaza, qu'ont indiqué des sources du ministère de la Santé. Cette frappe a rapidement provoqué une vague de vives réactions à l'étranger au 11e jour de la guerre. Ainsi, dans plusieurs villes arabes, notamment à Amman et en Tunisie, des manifestants ont pris les rues attendues. Aujourd'hui, en Israël, le président américain Joe Biden a reporté son état ensuite prévu en Jordanie et a indiqué à la Maison-Blanche, exprimant ses profondes condoléances aux victimes de l'hôpital. La Jordanie avait auparavant annoncé l'annulation d'un sommet auquel M. Biden, le président américain, devrait participer à Amman avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président Mahmoud Abbas du Palestine. Eh bien, les condamnations internationales se multiplient. Ainsi, le président français Emmanuel Macron a condamné la frappe qui a touché l'hôpital Al-Ahli de Gaza hier soir et a souligné que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. La France condamne l'attaque contre l'hôpital Al-Ahli de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elle. Toute la lumière devrait être faite. Le président français a également appelé à l'ouverture sans délai de l'accès de la bande de Gaza pour l'aide humanitaire. Des innocents payent le prix élevé. De son côté, le président américain qui s'est rendu en Israël, s'est rendu aujourd'hui, s'est dit indigné et profondément attristé par l'explosion. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déploré qu'une nouvelle fois des civils innocents payent le prix le plus élevé. La responsabilité de ces crimes doit être clairement établie et ses auteurs devront rendre des comptes, a-t-il écrit sur le réseau. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a lui déclaré « Les mots me manquent. Cette nuit, des centaines de personnes ont été tuées de manière horrible dans l'attaque de l'hôpital Al-Ahli, qui y compris des patients, des soignants et des familles qui s'étaient réfugiées autour de l'hôpital. Une fois de plus, les plus vulnérables sont touchés. C'est totalement inacceptable. » Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui doit se rendre en Égypte, frontalière à la bande de Gaza, pour évoquer l'aide humanitaire, s'est dit horrifié.
Je suis pleinement conscient des profondes greffes du peuple palestinien après 56 ans d'occupation, a souligné M. Antonio Guterres, mais aussi grave que soient ces greffes, ils ne peuvent justifier que les actes terroristes commis par le Hamas le 7 octobre. Ces attaques ils ne se peuvent justifier la punition collective des Palestiniens, a souligné le chef de l'ONU. Antonio Guterres a par ailleurs appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas. Le monde arabe condamne elle aussi Israël. C'est ainsi que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a condamné avec la plus grande fermeté le bombardement israélien. La mort de centaines de victimes innocentes parmi les citoyens palestiniens, il a qualifié ce bombardement délibéré de violation manifeste du droit de l'homme. C'est ainsi que le président palestinien considère le bombardement de l'hôpital Al-Ahli arabe de la ville de Gaza comme un crime de guerre odieux qui ne peuvent être tolérés dans une déclaration qu'il a faite aujourd'hui. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le bombardement par Israël de l'hôpital Al-Ahli arabe de la ville de Gaza est une grande tragédie et un crime de guerre odieux qui ne peuvent être tolérés ou abandonnés sans compte. M. Abbas a souligné lors d'une réunion d'urgence au siège présidentiel à Ramallah à l'aube que les gouvernements d'occupation israélienne avaient franchi toutes les lignes rouges que nous ne lui permettrons pas d'échapper à la responsabilité et à la punition. Le président palestinien a appelé à joindre les rangs et à l'unité, à ne pas être entraîné dans les séditions de ce qui ne profitera qu'aux ennemis du peuple palestinien, appelant la communauté internationale à demander des comptes au gouvernement d'occupation et à fournir une protection internationale à notre peuple, a déclaré M. Abbas. Nous ne permettrons pas une nouvelle catastrophe au XXIe siècle. Nous n'accepterons pas que notre peuple soit à nouveau abandonné et notre peuple restera inébranlablement sur sa patrie et nous ne partirons pas. Peu importe le nombre de sacrifices, a souligné le président Mahmoud Abbas. Il a salué les masses héroïques du peuple palestinien dans la bande de Gaza et partout ailleurs, soulignant que le plan israélien de les déplacer de leur patrie ne se réalisera jamais. Enfin, le président Mahmoud Abbas a exprimé son appréciation pour les positions des pays arabes qui ont rejeté le déplacement, soulignant que notre peuple ne s'agenouillera pas, ne se rendra pas et l'emportera. Fin de citation. Eh bien, on reste toujours au Moyen-Orient où une délégation parlementaire djiboutienne conduite par l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdo a pris part activement aux travaux de la première session du Parlement arabe tenue au Caire du 11 au 15 octobre dernier sur le fond de fortes tensions entre l'État sioniste et la Palestine. La délégation était aussi accompagnée des députés Abdo Kamil Ahmed, Mahmoud Hassan Farah et Ali Zaid Ahmed et du conseiller chargé des affaires arabes du président de l'Assemblée nationale, M. Ali Hamdan Abdou. Les parlementaires djiboutiens et membres du Parlement arabe ont réaffirmé tout haut et fort le soutien constant du gouvernement de Djibouti au peuple frère de la Palestine à la création de leur État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Les travaux se sont ensuite focalisés sur le sujet des questions géopolitiques qui menacent le monde arabe. Retour à Djibouti, où la Chambre de commerce de Djibouti a abrité hier le premier forum virtuel des affaires Djibouti-Inde qui s'est tenu simultanément dans les deux pays, notamment la Chambre de commerce de Djibouti et l'ambassade de Djibouti à New Delhi en Inde. Eh bien, ce premier forum virtuel des affaires entre les secteurs privés de deux pays a été coprésidé par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussé-Doualé, et de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Inde, M. Issa Abdillah Assoué, en présence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti. Le but ultime de ce forum consiste avant tout à initier et faciliter le réseautage des investisseurs de deux pays pour tisser des partenariats solides entre les commerçants et les investisseurs de deux pays afin de bénéficier des opportunités disponibles. Eh bien, ce premier forum des affaires réalisé dans une visioconférence a réuni côté Djibouti les participants du secteur privé djiboutien, dont le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussé-Doualé, et l'ambassadeur de l'Inde en République de Djibouti. Le président de la Chambre de commerce, l'ambassadeur des Indes à Djibouti et en Inde pour faire cette première forum indo-djiboutien. Surtout M. Youssouf Doualé qui a fait tout l'effort pour faire cette forum. Et je pense qu'il y aura beaucoup des Indiens qui vont venir ici pour participer dans la troisième foire qui commence le 3 décembre. Et je souhaite bonne chance
à notre président. J'ai expliqué, la République du Djibouti il a fait un guichet unique pour les commerçants étrangers où ils peuvent faire un sous-titre dans une journée dans ce guichet unique. C'était une excellente initiative dans la mesure où il y a un grand événement qui se prépare sur le plan commercial à Djibouti, c'est la 3e foire internationale et c'était une très grande opportunité de participer à cet événement aujourd'hui. En ce qui me concerne personnellement, je voudrais quand même ajouter pour pouvoir conforter la création de ce forum. Je voudrais parler que, vous savez, dans la relation humaine de toutes parts, de toutes chances, il est question d'avoir 3 temps dans l'esprit. Le passé, le présent et le futur qui se construit à partir du passé et du présent. Du passé, il faudrait quand même retenir que Djibouti est un point vraiment particulier sur le plan de stratégie, de positionnement géographique, etc. Et de l'histoire, nous reconnaissons que l'Inde avait toujours eu des relations avec Djibouti, de très longue histoire. Eh bien, de son côté, le président de la Chambre de commerce de Djibouti a invité les commerçants et investisseurs indiens à la participation de la 3e foire internationale de Djibouti, prévue début du mois de décembre, comme étape préliminaire pour découvrir les opportunités djiboutiennes en matière d'investissement, tout en exposant dans cette foire leurs produits. Je voudrais à mon tour remercier l'ambassadeur Chandramouli, bien voulu aussi travailler depuis 1 mois et demi sur ce dossier. La coopération économique et commerciale entre les 2 communautés d'affaires. Nous remercions l'ambassade dans son ensemble et nous remercions aussi l'ambassade de l'Inde à Djibouti et l'ambassade de Djibouti en Inde qui ont fait un travail remarquable avec nous et avec la Chambre de commerce indo-africaine. Nous continuerons à vulgariser et à surtout mettre en relation les différents milieux d'affaires. Nous avons invité à la foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre à une forte communauté d'hommes et de femmes d'affaires qui nous viennent de l'Inde. Ils ont confirmé qu'il y aura un nombre important d'une délégation conduite par la Chambre de commerce indo-africaine qui seront parmi nous pendant la foire. Encore une fois, merci à l'ambassadeur, à Dr Kumar qui a fait aussi un travail remarquable et à l'ensemble du secteur privé indien et djiboutien. Nous continuerons notre relation avec sérénité et avec détermination. Merci beaucoup. On reste toujours à la Chambre de commerce où le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Sedawale, a reçu hier dans son bureau le directeur général de l'Agence des personnes handicapées, M. Doual Cyril Mahmoud, accompagné de ses proches collaborateurs. Plusieurs sujets relatifs sur le bien-être des personnes handicapées tels que l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur privé, leur prise en charge en matière d'éducation, la santé, d'attirer les opérateurs privés, d'accompagner les efforts du gouvernement pour la promotion de la vie des personnes en situation de handicap. Eh bien, l'équipe de la NPH ont expliqué en long et en large les dernières réalisations de l'agence, leur souhait d'impliquer les opérateurs économiques du secteur privé, de recruter des personnes en situation de handicap et ainsi permettre à l'Agence nationale des personnes handicapées de parvenir à sa mission. Eh bien, le président de la Chambre de commerce, quant à lui, rassurait son collègue que la Chambre de commerce n'aménagera aucun effort pour vulgariser l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous avons échangé sur beaucoup de points auxquels nous avons mis en place une discussion franche et sincère. Nous savons que beaucoup d'opérateurs privés djiboutiens font travailler des personnes à mobilité réduite. Nous continuerons à informer ou à renforcer la relation qu'il doit y avoir avec l'agence. Le directeur général ici présent nous a fait part aussi de son dévouement pour la relation qu'il doit y avoir entre le secteur privé djiboutien que je représente et l'agence dont il représente. Nous avons initié et discuté beaucoup de points auxquels nous sommes d'accord, comme pour mettre en place une vulgarisation, un stand de vulgarisation
pour l'agence lors de la foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre. Nous avons aussi initié à mettre en place un programme de concertation et de consolidation de notre partenariat. Nous continuerons à être utiles pour la nation et pour la société civile, en particulier l'agence, pour aussi apporter notre contribution et une contribution réelle et efficace. Direction la Chine, où le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a porté haut les couleurs de la République de Djibouti lors du prestigieux 3e forum de l'initiative Ceinture et Route tenu à Beijing. Ce rendez-vous d'importance majeure coïncide de manière forte opportunité avec la célébration du 10e anniversaire de l'initiative Ceinture et Route, un jalon significatif dans l'évolution de cette initiative d'envergure. L'événement a débuté en fanfare sous la présidence du leader chinois, le président Xi Jinping, au sein du majestueux Centre national des congrès de la Chine. Le thème choisi pour cette édition est un appel à l'action résolue, une coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et de la route, ensemble pour le développement et la prospérité commun. Tel était le thème. Au cœur de cette rencontre, plus de 130 nations de plus de 30 organisations internationales sont réunies dans un esprit de coopération sans précédent. Parmi les éminents participants figurent des chefs d'État de renom tels que ceux du Congo, du Kazakhstan, de la Serbie. La présence du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, aux côtés d'autres dirigeants, a renforcé l'importance de cet événement à l'échelle mondiale. Il est crucial de souligner que l'initiative Ceinture et Route a jeté les bases du projet d'envergure remarquable qui ont eu un impact considérable sur la région. Parmi ces réalisations notables, on compte la mise en service de la première ligne ferroviaire électrique reliant les villes d'Addis Abeba et de Djibouti, un jalon majeur dans l'amélioration de l'infrastructure des transports de la région. De plus, la création de la plus grande zone franche internationale au PK23 a ouvert de nouvelles perspectives économiques pour Djibouti et ses partenaires favorisent le commerce international et l'investissement. Sans plus tarder, écoutons le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, lors de ce forum. On est extrêmement heureux aujourd'hui de notre participation au 3e forum Route et Soie, initié par le président chinois, le président Xi Jinping. Vous savez, Djibouti et la Chine jouissent de relations extrêmement fortes, fraternelles, mais également des relations stratégiques dans le cadre de partenariat qui est élevé à un niveau stratégique. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de voir, après 10 ans, des résultats et des résultats très concrets, y compris pour Djibouti, avec plusieurs réalisations, notamment le port de DMP, le port multipurpose, mais également le chemin de fer, le premier électrique du genre, ainsi que la zone franche où il y a également beaucoup d'activités depuis. Nous sommes très heureux de voir donc que Djibouti joue un rôle, un nœud de connectivité entre l'Asie et l'Afrique, mais également entre l'Asie et l'Europe. De par sa position géostratégique, Djibouti est appelé à jouer un rôle encore plus important. Nous sommes très heureux par ailleurs de mettre une touche supplémentaire dans notre stratégie de diversification, parce que la Silk Road International Bank, une société détenue à 25% par le gouvernement de Djibouti, avec un partenaire comme China Merchant Group, nous venons de réaliser une opération extrêmement importante parce que nous allons désormais représenter la société qui s'occupe, ou l'institution chinoise qui s'occupe des transactions internationales de la Chine, qui est appelée Cross Border International Payment System, qui est donc une institution sous la Banque centrale de Chine. Au mois de novembre, nous allons concrétiser et signer ces accords. Hier, j'ai eu une réunion extrêmement fructueuse par rapport à donc, ces partenariats stratégiques que nous venons de nouer entre la société Silk Road International Bank de Djibouti et
CIPS ou CIPS. Eh bien, on marque sa participation au forum Belt and Road à Pékin, en Chine. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussoudaoualé, à la tête d'une délégation, a tenu des discussions fructueuses lors d'une séance de travail avec Zhang Wenkei, le vice-président de l'Exim Bank de Chine. Ces entretiens cordiaux ont été axés exclusivement sur la question de la réaménagement de la dette liée au projet d'infrastructure. Au cours de ces discussions, le ministre a mis en exergue l'exceptionnelle qualité de relations de partenariat stratégique qui unissent nos deux nations en conformité avec la vision du président Xi Jinping chinois et le chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismaël Merguele. Le vice-président de l'Exim Bank, M. Zhang Wenkei, a réaffirmé le statut privilégié de Djibouti en tant que partenaire. Il s'est engagé à accompagner le pays dans ses efforts de développement au terme de ces échanges constructifs. Les deux parties ont scellé leur accord en signant des accords complémentaires, renforçant ainsi davantage les liens solides qui unissent Djibouti et la Chine dans leur quête commune de progrès et de prospérité. On reste toujours en Chine, ou toujours en marge de ce sommet en Chine. Le secrétaire général du parti RPP et ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussoudaoualé, a rencontré ce matin M. Li Mingxiang, vice-ministre du département international du comité central du Parti communiste chinois. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le RPP et le PCC, soulignant la profondeur des liens qui unissent ces deux formations politiques. Lors du jour de cette réunion stratégique était dédiée à la consolidation des relations entre les deux nations et les deux partis qui se préparent à célébrer bientôt leur 38e année de coopération fructueuse et de partenariat. Le ministre et secrétaire général du parti RPP a exprimé sa satisfaction quant à l'excellence des relations qui perdurent entre les deux partis, soulignant l'importance d'élargir ce partenariat stratégique vers de nouveaux horizons. Il est essentiel de noter que cette visite intervient parallèlement à la participation du ministre et secrétaire général du RPP au 3e forum de l'initiative Ceinture et Route qui s'est tenu aujourd'hui à Beijing sous l'illustre patronage du président chinois, M. Xi Jinping. Cet événement majeur a rassemblé des milliers de dignitaires venus de 4 coins du globe pour participer à cette importante rencontre internationale. Direction le pays du soleil levant où le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, est en mission à Tokyo, au Japon, dans le cadre de la coopération que notre pays dispose avec le Japon. Eh bien, le ministre des Transports, Hassan Mohamed Ibrahim, a rencontré aujourd'hui son homologue, le ministre des Territoires, des Transports et du Tourisme, membre parlementaire, Kokuba Konosuke, du Japon. Durant son déplacement au Japon, le ministre des Transports, Hassan Mohamed, était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ibrahim Bile, du directeur des affaires maritimes, M. Ali Merh Shahm Daoud, qui accompagne le ministre à ce déplacement. Le ministre djiboutien a remercié son hôte pour l'accueil amical qui lui a été réservé avec sa délégation et exprimé au nom de son ministère la gratitude à l'endroit du gouvernement japonais pour les nombreux financements des projets d'infrastructure. Cette rencontre a été pour les deux ministres l'occasion de discuter des voies et moyens de consolider la coopération de 40 ans entre les deux pays dans un esprit amical. Le ministre djiboutien a exprimé sa satisfaction de cette rencontre qui lui a permis de conserver avec son homologue en longue date et en large les projets en cours d'exécution, mais aussi ceux en pipeline ou encore les nouveaux projets de son ministère. Retour à Djibouti où le directeur général de l'École nationale d'études judiciaires, Dr Maktere Ibrahim Ahmed, a présidé dimanche dernier le lancement officiel de la cérémonie de formation de la deuxième promotion permettant d'outiller les futurs auditeurs de justice. Eh bien, cette formation qui s'est tenue dans l'École nationale d'études judiciaires, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du système judiciaire entreprise depuis ces dernières années par le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Les formateurs ont, au cours de cette cérémonie, fait part aux 30 bénéficiaires de cette formation que cette école leur dispense des cours professionnels utiles quant à leur futur métier. Eh bien, le directeur de l'École nationale d'études judiciaires, Dr Maktere, a remercié les formateurs pour leur appui et leur collaboration à cette formation au profit de la formation de la deuxième promotion des auditeurs de justice. Il a par ailleurs félicité les formateurs pour leur disponibilité durant ces 2 semaines de formation à l'endroit des auditeurs de justice. C'est un très grand plaisir que nous lançons aujourd'hui le lancement de la formation de la deuxième promotion. Nous avions
mercredi dernier, organisé une cérémonie de remise des certificats de la première promotion après 18 mois de formation. Très heureux que les 12 auditeurs de justice de cette deuxième promotion soient issus d'un concours que nous avions initié au mois de juillet. Très heureux que vous ayez réussi ces concours. Et avant la sortie de cette école, vous aurez également une évaluation pour demain exercer la profession de magistrat. Donc, comme vous avez pu le constater, la formation va durer à peu près 18 mois, dont effectivement 9 mois de théorique et 9 mois de pratique dans les juridictions. Ça sera beaucoup professionnel parce que vous êtes juriste, vous avez au minimum un Master 1 en droit, donc ce n'est pas le droit qu'on va vous apprendre ici, on vous apprendra la pratique du métier de magistrat et dans cette formation pratique, des intervenants locaux, des magistrats locaux, mais également des intervenants externes vont effectivement venir ici partager leurs connaissances. Et je pense que c'est la meilleure méthode que nous ayons adaptée. Direction le nord du pays où le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, s'est également rendu au centre islamique Roi Abdelaziz de Tadjoura pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus éducatif. Le préfet de la région a été accueilli au seuil du centre par le directeur de l'école islamique de Tadjoura, Dr Nasser Ben Saad, et son équipe pédagogique et les élèves. À son arrivée, le préfet de la région de Tadjoura a profité de l'occasion pour visiter les salles de classe. Le directeur du centre qui a expliqué en détail le rôle du centre islamique de Tadjoura dans l'éducation des enfants djiboutiens et leur contribution au développement de leur pays. Il a rappelé que ces élèves terminent leur études secondaires à Tadjoura et poursuivent leur études à l'université de Djibouti ainsi que dans les universités saoudiennes. Et bien pour les étudiants, a-t-il dit, bénéficient des bourses au mérite. Il a ajouté que le centre islamique mettait l'accent sur la mémorisation du Saint-Coran et offrait des cours d'informatique aux élèves ainsi que des cours de langue anglais et français. Pour sa part, le préfet de la région de Tadjoura a remercié le directeur et les enseignants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite. Il a salué le rôle actif que joue le centre islamique dans l'éducation des enfants djiboutiens. Et bien après la visite, le préfet de la région, Mohamed Abbas, a tenu une réunion avec les responsables du centre islamique Roi Abdelaziz, ainsi en leur offrant une éducation de qualité qui leur permettrait de contribuer au progrès et au développement durable de leur chère patrie. Le préfet de la région a remercié le gouvernement saoudien pour sa coopération permanente et ses efforts inlassables, ainsi que son soutien constant aux côtés du gouvernement djiboutien. Enfin, le préfet Mohamed Abbas a souhaité plein de succès au centre islamique de Tadjoura. Changement de direction, cette fois-ci direction le sud du pays où dans le cadre des préservations environnementales et le renforcement de la biodiversité, la région d'Ali Sévier a donné le coup d'envoi à une vaste campagne ambitieuse de plantation d'arbres. Cette initiative officielle lancée par le préfet de la région d'Ali Sévier, Abdelmalik Mohamed Baloita, en présence du président du conseil régional, Charmaki Hassan Alaleh, et le sous-directeur régional du ministère de la Culture, M. Mahdi Al-Robleh, ainsi que l'armée, la gendarmerie, la police, la brigade de la douane et des cadres locaux, à visiter la revitalisation de la nature et à favoriser un avenir plus durable pour la région. Planter un arbre est une action noble et c'est une manière de prendre part dans la protection de l'environnement. Ainsi, au total, plus de 200 arbres seront plantés dans la ville d'Ali Sébié. Rappelons que le consul général de Djibouti à Diridawa, M. Moussa Hadji Djama, vient d'octroyer 2000 arbres à la région destinés pour cette campagne de plantation d'arbres qui vise à sensibiliser la population locale, à lutter contre les effets néfastes du changement climatique et à améliorer la qualité de l'air et du sol.
meelku caani casku una diiqi daawada daawada cali sabiix وعرضي dalxiiskee cimiladeeda raaxada hawadiyo barwaaqada geeraha casaamiyo buurteeda calanka leh daawada cali sabiix oygii cuqaashiyo waa curadi guushii halintiyo ciyaaraha waa meelku caani casku una diiqi daawada daawada cali sabiix caradii dalxiiskee cimiladeeda raaxada hawadiyo barwaaqada geeraha casaamiyo buurteeda calanka leh daawada cali sabiix oygii cuqaashiyo waa curadi guushii halintiyo ciyaara. Et dans l'actualité internationale, vu dans le titre, pour ce match amical de la CAN 2024, l'Algérie et l'Égypte se sont quittés sur un score nul. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué à Mo Salah pour amener les Pharaons vers la victoire. Et c'est malgré le carton rouge du joueur égyptien Mohamed Hani. Ses coéquipiers ont ouvert le score à la 102e minute avec un but de Fathi. Mais à la toute fin du match, l'Algérien Slimani a permis à son équipe d'égaliser. À 2 mois du coup d'envoi de la CAN qui doit se tenir en Côte d'Ivoire, les Fenelec et les Pharaons prouvent avec cette rencontre qu'ils font partie des meilleures équipes africaines. Outre Mo Salah, l'Algérien Riyad Mahrez, d'autres stars sont attendus à cette compétition comme le Marocain Achraf Hakimi, le Nigérien Victor Osimhen ou encore le Sénégalais Sadio Mané, dont l'équipe est championne d'Afrique en titre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.